regarde ces hommes. Occupez-vous de lui. Je dois finir ce jutsu maintenant. La quinzaine d'hommes autour du cercle se retournent dans ta direction. Ils sortent tous une sorte de kunai en os, peut-être, qui semble assez mal aiguisé, qui n'est peut-être pas forcément fait pour tuer, mais comme sont arrangées les lames, tu penses qu'elles doivent faire extrêmement souffrir les victimes. Que fais-tu ? Vous savez, j'en ai affronté bien plus que ce qu'il y a dans cette grotte là. Ça ne me fait pas très... Ça me fait peur de tous vous tuer. Hein. Moi je vous aurais prévenu. Les hommes rigolent. Et tu vois qu'ils commencent à tous se jeter sur toi au corps à corps. En tout cas, 5 se jettent sur toi au corps à corps. Tu ne vois pas ce que les autres font puisqu'ils sont derrière eux. Tu te fais charger par ces 5 hommes. Ils vont pour te mettre des coups de kunai à des endroits qui ne te semblent pas vitaux. Pourquoi ? Tu ne sais pas. Fais-moi un jet d'esquive. À 2D. À 2D, ok. Ok. Tu esquives la plupart des kunai. Les 4 premiers se jettent sur toi. Tu les repousses d'un simple coup de pied. Tu en balayes 2. Du revers de ta main, tu en attrapes un. L'éjectes un peu comme si tu faisais du judo. Et tout simplement comme si c'était un sac. Tu le balances. Il est aussi léger qu'une plume pour toi. Le 3e se jette sur toi. Il va tenter de faire une feinte avec son pied, mais tu l'as vu venir. Tu penches le menton légèrement en arrière et tu lui mets un coup de tête. Il tombe au sol. Et le dernier est un petit peu plus rapide. Mais après tout, c'est juste de la rigolade. Et il va pour te mettre un coup de kunai au niveau de la gorge. Tu te recules légèrement et en fait, il t'érafle la joue. Tu as une toute petite estafilade au niveau de la joue. Et tu le repousses. Tu vois les 10 autres derrière qui sont en train de faire des mudras de leurs mains. Certains, tu reconnais parfois les gestes. Tu en vois qui tentent de faire un suiton que tu connais. Une sorte de pistolet à eau pour être vulgaire, pour parler Pokémon. Et d'autres par contre font des mudras que tu ne connais pas. Enfin, tu connais les mudras, mais tu connais pas la technique qui en découle. Ouais. Qu'est-ce que tu fais ? Moi je vais utiliser mes points cycloniques pour mettre du vent sur mes points. Ok. Pour pouvoir toucher plus de monde et je vais les attaquer, ceux qui font les mudras. Ok. Tu fonces sur ces ninjas qui tentent finalement de t'attaquer à distance et pour relâche. Tu fais ton jutsu. Tu vois les poils de tes mains s'agiter sous l'effet du vent. Tu sens une pression autour de tes mains. Et tu sais que quand cette pression est relâchée, elle est dévastatrice. Tu t'approches d'eux, tu vas pour les frapper. Lance-moi tes 3D. Tu donnes un premier coup de poing dans le vent. Ils sentent une bourrasque, certains sont repoussés mais ils tiennent bon. Tu donnes un deuxième coup de poing, tu envoies 2 tomber au sol et le 3e coup de poing en éjecte 4 sur un mur. Tu entends un craquement, tu entends comme... Ouais, c'est des os qui craquent. Tu connais bien ce bruit, c'est pas la première fois que tu l'entends. Et les autres sont toujours face à toi. Et tu vois celui qui avait le bol dans les mains. Il le repose sur une sorte de piédestal. Tu vois qu'il... En fait, il fait quelque chose que tu n'arriverais pas à... Pourtant, ça ne te semble pas être un geste ninja, tu vois. C'est pas quelque chose pour en général concentrer ton chakra. Tu vois qu'il place ses 2 mains face à lui, devant son visage, de chaque côté de son visage, comme s'il tenait un livre ou quelque chose comme ça, et qu'il le tenait très très près, tu vois, comme s'il était myope. Et il te regarde et il fait la malédiction de Zagam. Et tu vois que sa main droite
forme un des premiers mudras que tu apprends, les deux doigts vers le ciel et les autres repliés comme si tu allais donner un coup de poing avec juste deux doigts en avant, comme si tu faisais un pistolet de tes mains. Et à ce moment-là, tu sens une douleur au niveau de ta joue et tu vois une sorte de cristal rougeâtre apparaître sur ton visage. Il explose littéralement de ta joue. Tu es blessé. C'est la première fois depuis très longtemps que quelqu'un arrive à te toucher. C'est douloureux. Ça te paralyse la mâchoire. Le cristal est extrêmement dur. Tu prends ta mâchoire, ta joue et cache une partie de la vision de ton œil gauche. Qu'est-ce que tu fais? Je commence à m'énerver un peu. Enfuir. Tu n'aurais jamais dû faire ça. Enfin, tu as la mâchoire un peu paralysée, donc tu fais. Moi, je vais utiliser mes poils pour. Il y a encore des ninjas là. Ah oui, oui. Des hommes. Ceux qui t'ont attaqué au corps à corps, tu n'as fait que les repousser. Tu en as blessé 4 assez gravement qui sont éclatés contre la paroi, mais il en reste toujours 11. Plus cet homme en hauteur. Je vais utiliser mes poils pour attraper l'homme en hauteur qui semble être un problème. Ok. Lance-moi 2 dés. Tes poils courent dans sa direction. Il se faufile entre les corps au sol de ses alliés. Il monte le long de la paroi et tu l'attrapes au niveau des bras. Tu vois qu'il se laisserait presque faire. Voyant qu'il se laisse faire, je décide de. Vu qu'il est un peu en hauteur, de le balancer violemment pour qu'il tombe la tête la première sur le sol. Tu le balances violemment au sol. Il s'écrase la tête la première et tu entends. Il saigne. Il saigne assez abondamment. Tu vois qu'il relève la tête. Il se met à genoux. Il regarde en direction du plafond. Il regarde comme s'il regardait à travers le plafond, comme s'il regardait le ciel, comme s'il regardait quelque chose dans le ciel. Et tu vois le sang au sol s'animer de lui-même, comme s'il vibrait, comme s'il dansait, comme s'il bougeait. Tu vois que le sang au sol commence à faire des tentacules effilées, tranchantes. Tu vois que ces tentacules se divisent en une dizaine de tentacules à nouveau. Plein de petites tentacules de sang entourent cet homme. Tu vois que ces tentacules coupent les cheveux. Elles commencent à entamer les poils entourant les enfants que tu as protégés. Tu vois que tous les hommes au sol que tu as blessés, que tu as repoussés, commencent à vibrer, à avoir des spasmes. Tu vois que certains se plient instantanément en deux. Leur ventre s'ouvre, laissant apparaître les boyaux. Tu vois que le sang qui était à l'intérieur de leur corps commence à s'échapper en direction du plafond. Une énorme boule de sang commence à se former au plafond. Tu vois qu'il se relève. Il est déjà trop tard, mon ami. Que fais-tu? Je vais utiliser. Je vais utiliser la tornade du dragon de foudre. Je vais essayer de repousser tout ce qui est autour de moi. Ok. Donc explique-moi comment ta technique déjà, parce que je ne me rappelle plus exactement. En gros, c'est je mets l'électricité sur tout le corps. Ouais.
Et ensuite, je tourne sur moi-même pour envoyer une tornade Ok, dans leur direction. ça marche. Du coup, fais-moi ton attaque. Lance-moi un seul dé. Ok. Tu te rapproches. Tu ne te laisses pas intimider par cet être inférieur qui n'a pas subi ce que toi tu as vécu, qui n'a pas eu ton entraînement. Tu sens une aura extrêmement dangereuse autour de lui. Mais tes yeux disent que c'est toi qui vas le tuer. Tu te rapproches de la foudre, commence à parcourir ton corps tout entier. Tu tournes sur toi-même et tu étends les bras dans sa direction. Une tempête de foudre part en direction de cet homme. Il va pour se faire un bouclier du sang qu'il y a tout autour de lui au sol, mais le bouclier n'est pas assez épais, il ne conduit pas assez l'électricité pour la diffuser et il se prend le choc. Tu vois qu'il commence à avoir des spasmes, il commence à tousser, tu vois qu'il commence à cracher du sang. Il en faudra beaucoup plus. Il s'avance vers toi. De ses deux doigts, il les a en l'air, en direction du plafond. Il les rabaisse vers le sol, dans ta direction. Et tu vois que la boule de sang se transforme en un millier d'aiguilles. Elles vont toutes te pourfendre. Lance-moi un dé pour esquiver. Tu n'es pas assez rapide, il y a trop de projectiles, elles vont tellement vite, il y a tellement de sang. Comment as-tu pu les éviter? Une centaine d'aiguilles te traversent le corps, tu souffres le martyre, elles t'ont transpercé de part en part. Comment un liquide peut faire aussi mal? Et tu commences à t'énerver. Tu vois rouge. Qu'est-ce que tu fais? Je vais continuer à m'acharner sur le mec. Je vais tout simplement lui tenter de si je vois que le frapper et le foudroyer ça marche pas, je vais le démembrer. Ok. Fais-moi avant un jet de volonté. 3D ou là? Un seul. 2. Ok. Tu commences à légèrement perdre le contrôle. Tu sens une douleur s'étendre au niveau de ton pied. Tu sens cette force monter en toi. Tu hésites un instant à la relâcher. Tu la maintiens, mais tu as 2 doigts d'exploser. Tu sais que tu dois diffuser ton chakra. Tu entames instantanément les mudras pour étendre tes poils. Tes poils partent. Ils vont en direction de cet homme. Lance-moi 2 dés. Tes poils partent dans sa direction. Il l'attrape au niveau des 2 bras à nouveau. Tu n'as pas réussi à lui attraper les jambes. Tu attrapes les 2 bras. Qu'est-ce que tu fais? Je les arrache, je les demande. Tu tires de chaque côté. Tu as un sourire carnassier sur le visage. Tu l'entends lâcher des cris de douleur. Tu entends les articulations se disloquer. Tu vois la chair qui commence à se déchirer au niveau de ses épaules. Du sang commence à perler. Il ne perle pas. Il part en jet dans plein de directions différentes. Il commence à se distordre. Les bras se tordent. Et tu tournes les bras pour qu'ils s'arrachent plus facilement. Les bras sont arrachés. Une grande gerbe de sang de chaque côté de son buste part et nappe les murs de son sang. Et tu vois qu'il lâche un cri de douleur. Et alors, je croyais que c'était trop tard. Et tu vois à ce moment-là
Il te fait un clin d'œil. Et tu vois que le sang se réagglutine au niveau de ses bras. Tu vois le sang qui était au plafond redescend dans sa direction. Il commence à l'entourer, à tourner autour de lui. Il commence à s'agglutiner au niveau de ses épaules, en tout cas de ce qui lui reste. Et deux formes longues effilées commencent à se former. Il a comme des sortes de bras, mais pointus, comme si ses bras étaient des épées. Il a de nouveau deux bras, totalement faits en sang. Il te regarde, il avance dans ta direction. Il laisse traîner ses deux bras au sol. Tu vois qu'il fait deux traînées extrêmement profondes dans le sol, comme si rien ne le retenait, comme s'il traversait du papier. Tu sens que ses lames sont très effilées. Il court dans ta direction, il va pour t'embrocher. Fais-moi un jet d'esquive à 2 dés. Tu vois qu'il part extrêmement vite. Le fait qu'il se reprenne aussi vite t'a surpris. Il arrive à ton niveau. Il passe légèrement sur ton côté. Et il te tranche au niveau du flanc. Et en profite pour se retourner et te placer un coup de pied au niveau de la mâchoire. Là où il y avait le cristal de sang qui s'est formé. Le cristal explose. Ça te fait extrêmement mal. Tu es repoussé sur 5 mètres et tu t'éclates contre la première stalagmite venue. Tu as très, très mal. Tu n'as pas ressenti ça depuis très, très, très longtemps. Il faut... Mais je ne peux pas... Ah, il était là. Tant pis pour... Je laisse la marque monter un peu. Ok. Tu laisses la marque prendre quasiment la totalité du contrôle. Tes yeux changent de couleur. Toute ta peau devient quasiment noire. Tu maîtrises encore la chose. Tu ne vas pas jusqu'à la dernière étape. Impressionnant. Mais tu es loin du pouvoir de Zagan. Que fais-tu ? Je vais pour viser la tête. J'ai essayé de lui trancher la tête ou de l'aplatir. Il faut que je ferme le clapet de cet homme. Ok. Lance-moi 3D. Tu t'approches à grande vitesse, tu t'es propulsé par la stalagmite, tu arrives à son niveau, tu vas pour lui écraser la première chose venue. Il met en opposition ces deux lames de sang dans ta direction et de ton poing, tu vas traverser ces lames jusqu'au bout. Elles explosent sous la pression de ton poing. Ton poing n'est même pas blessé. Tu traverses cette masse pourtant extrêmement dure et tu arrives au niveau de son torse, tu le frappes, il est projeté en arrière, il s'écrase contre le mur, une sorte d'onde sismique se fait dans la roche, il est enfoncé de bien 2 mètres dans la roche. Tu vois que du sang coule de son nez. Il se lèche le bord de la lèvre, là où il y avait un peu de sang. Pas mal. Tu ferais un très bon adorateur. Mais je ne peux pas perdre maintenant. Et il se jette sur toi. Il ressort comme s'il était incrusté dans la roche. Il sort son buste. Des rochers tombent derrière lui. Il va pour aller dans ta direction. Va comme pour faire un uppercut, mais il n'a aucun membre. Il n'a plus ses bras. Et en fait, tu vois que dans le même geste, le sang qui était au sol, que tu as percuté dans l'attaque d'avant, se reforme à son niveau. Il ne prend le temps de récupérer qu'un seul bras. Il va pour te planter. Lance-moi 2 dés.
Tu vois qu'il va extrêmement vite, mais tu as l'habitude. Ce n'est pas la première fois. Jugo allait bien plus vite. Il te tente de te transpercer directement au niveau du cœur. Cette fois, il a cherché à te tuer instantanément. Et tu t'es légèrement décalé sur le côté. Il t'a entamé le bras qui se referme assez rapidement. Fort. Très fort. J'aime ça. Fait longtemps que je n'ai pas vécu un combat comme ça. Depuis ce fameux jour avec le Raikage. Cette excitation, ce sang, cette odeur, le massacre, tout ce qui me fait vibrer. Zagan est heureux et tu vois qu'il a un grand sourire presque inhumain tellement il est large. Que fais-tu? Je souris en retour et dis oui, c'est moi qui vais te massacrer. Ton dieu, Akoti. Et du coup, que fais-tu? Est-ce qu'on est dans une grotte? Je vais réutiliser mon jutsu de point cyclonique. Ouais. Sous cette forme pour faire plus de dégâts encore. Ok, ça marche. Lance-moi 3D. Tu te prépares. Tu mets tes 2 poings en arrière, comme si tu allais me frapper avec tes 2 poings en même temps. Tu prends les mains jointes. Tu sens l'air entourer tes 2 bras. La pression se fait encore plus forte. Tu mets une pression tellement forte que même sous cette forme, tu as l'impression que tes bras vont être totalement broyés par cette attaque. Tu t'avances dans sa direction et tu lui mets un coup au niveau du visage. Tu sens sa mâchoire se briser instantanément. Tu vois qu'elle se disloque. Elle part sur le côté. Elle redescend. Tu vois qu'il a la bouche grande ouverte. Il est propulsé contre le mur à nouveau. Cette fois-ci, il traverse une paroi, puis une deuxième. Il a pris un tellement gros impact qu'il se retrouve à l'extérieur. Il tombe dans l'eau. Tu vois que une nappe de sang commence à s'écouler dans la rivière. Tu vois son corps qui commence à glisser, qui part en aval. Tu vois qu'il tente de parler, tente de faire quelque chose, il ferme les yeux, il se concentre, il fait tout pour se réveiller à nouveau, il tente de se redresser malgré le courant qui l'emporte. Il se relève aussi difficilement qu'il peut et tu vois vers ce fameux coude où tu as laissé cette femme. Elle est debout, appuyée, épaulée contre un arbre. Tu vois que 2 hommes sont à ses côtés. Ils arpentent le bandeau de Shugagakure. Tu vois qu'ils regardent dans sa direction. Ils commencent à faire des mudras. Tu reconnaîtrais presque les mudras. C'est presque les mêmes qu'il a fait avant de t'attaquer, avant de concentrer le sang. Et tu vois que ces 2 hommes se mordent au niveau du doigt. Ils mettent leurs mains dans la rivière. Tu vois que presque instantanément, cette rivière devient rouge sang jusqu'au niveau de cet homme qui s'est fait appeler Cory. Tu vois qu'une boule de sang se forme tout autour de lui. Tu vois que la boule de sang commence à durcir, et tu entends cet homme qui dit « Non ! Pas maintenant !» Et tu sens une onde de choc partir de cette boule qui est en train de se durcir. Et tu vois que la boule se brise légèrement en 3, mais elle est reliée à la base. Tu vois comme un immense rocher se former qui fait à peu près 3-4 mètres de haut, totalement noir.
Et ce rocher finit de tomber dans l'eau. Il ne bouge plus. Tu es toujours transformé. Que fais-tu? Je sais, du coup, voyant ça, j'imagine qu'ils l'ont maîtrisé. Et j'essaye de penser à Akira et Kintaro, à mes parents, pour essayer de reprendre le contrôle. Ok. Lance-moi 2 dés. Cet homme t'a quand même bien énervé. Ok. Tu reprends petit à petit le contrôle de ton corps. La marque s'estompe. Tes yeux redeviennent à peu près normaux. Puis finalement tout se dissipe. Tu vois derrière toi cette boule enfermant 3 garçons. Tu es extrêmement blessé. La fatigue te rattrape. Tu tombes au sol. Tu es vidé dans tous les sens du terme. Tes yeux se ferment. Tu entends des pas autour de toi. Tu entends qu'on se rapproche. Tu sens des mains sur ton corps. Et puis plus rien. Tu te réveilles. Tu ne sais pas quel jour on est. Il semble faire jour. Tu regardes un petit peu autour de toi. Tu es dans une maison certainement en bois. Le jour passe à travers la porte. Tu as une petite fenêtre, trop fine pour y passer discrètement. Tu es dans un lit. Tu as mal partout. Il est extrêmement difficile de bouger. Tu vois au sol des tas et des tas de bandages recouverts de sang. Tu vois à côté de toi une bassine avec de l'eau pure et fraîche. Tu as un linge sur le front. Et tu entends des pas arriver de derrière la porte. Qu'est-ce que tu fais? J'attends de voir qui c'est. Ok, Je peux pas bouger. ça marche. Tu vois la porte qui s'entrouvre. Tu vois une jeune femme. Vraiment très jeune pour le coup, peut-être la vingtaine. Quelque chose comme ça. Elle ouvre la porte. Elle regarde dans ta direction. Tu es réveillé. Ah, c'est bien. Vous êtes à Ashuga, monsieur. Je me nomme Itami. Ah, Je suis votre médecin. Et ces paroles te rassurent un petit peu. Tu n'es pas dans les pires conditions. Et après tout, tu as atteint ton objectif, même si c'est dans un sale état. Tu es entré à Shuga. Que fais-tu? vous m'avez ramené ici. Oui, les hommes qui ont ramené Izawa et ces 3 guénines ont ramené aussi votre corps. Vous étiez en sale état. Heureusement que Maître Sakai a de grandes notions en médecine. Il a fait un maximum pour vous stabiliser, mais vous manquiez de sang. Nous vous avons fait des transfusions. Ça devrait aller. Vous n'êtes plus, vous n'êtes plus en danger, mais ne faites pas trop le malin. Essayez de rester
calme pendant quelques temps. Je ne voudrais pas que ces blessures se réouvrent. Si vous faites de nouveau une hémorragie et que nous ne le voyons pas assez vite, vous risquez fort de mourir. Ne vous inquiétez pas, je ne compte pas mourir maintenant. J'espère bien, et j'espère que ce sera comme ça tout le long de ma carrière. Je compte bien un jour être médecin-chef et sauver le plus de gens possible. À vrai dire, sauver tout le monde. Donc suivez bien mes conseils, sinon j'irai vous botter le cul en enfer. C'est un bien beau rêve que vous avez là, mais certaines vies ne méritent pas d'être sauvées. Je ne fais pas de distinction. Ce n'est pas mon travail. Mon travail, c'est de sauver ceux qui peuvent être sauvés. Tu regardes un petit peu autour de toi. Tu vois des draps pendus au plafond comme si c'était mis là pour faire un rideau pour te faire une intimité. Tu vois un lit à côté de toi vide. Un autre un peu plus loin, le rideau aussi est fermé. Dans une sorte de dortoir, il y a six lits. Il n'y en a que 2 qui sont pris. Tu as du mal vraiment à te mouvoir. Ce n'est pas de bonté de cœur que tu fais ce que le médecin finalement te dit. Tu n'as pas le choix. Tu as l'impression que même certains de tes os ont été brisés par ces aiguilles de sang. Cet homme t'a fait extrêmement mal. C'est dur à admettre, mais quelqu'un aurait peut-être été plus fort que toi. En tout cas, si le combat avait continué, tu aurais certainement laissé des plumes. Tu aurais peut-être gagné, mais ce n'est pas dit. Que fais-tu ? Du coup, je réfléchis un peu, je pense à ce que Maître Orochimaru m'a dit, et je me dis effectivement, si ces personnes viennent de ce village, ils ont des capacités bien étranges. Ça t'en ferait presque froid dans le dos. Bon, moi j'ai réussi à me filtrer. Et tu réfléchis à ta condition, à ta mission, quelques heures durant. Et au bout d'un moment, tu ne sais pas combien de temps, tu n'as plus de repères dans cette chambre, dans cette infirmerie. Tu entends comme des roues qui couinent dans le couloir de l'autre côté de la porte. Tu entends quelqu'un qui se déplace très doucement sur quelque chose à roulette. La porte s'ouvre difficilement et un chariot apparaît. Enfin, un fauteuil roulant. Et tu vois cette jeune femme que tu avais laissée sur le bord de la rivière. Elle est dans une tenue donc de personne blessée, dans une tenue d'hôpital. Elle pousse aussi difficilement qu'elle peut sur ses 2 roues pour avancer dans ta direction. À chaque fois qu'elle donne un à-coup, tu la vois couiner de douleur. Elle ne lâche pas de son, mais sur son visage, ça se lit. Elle s'avance dans ta direction. Elle te regarde un peu sévèrement et en même temps, elle a un petit sourire en coin. Elle se rapproche, tu entends ce couinement de roue. Elle arrive au niveau de ton lit. Au moins, j'aurais pu vous rendre l'appareil assez vite. Je vous remercie d'avoir sauvé mes élèves. On n'est rien. Mais vous faites un sacré boucan en venant ici. J'aime arriver en fanfare, j'aime qu'on me remarque. Ça... Je sens qu'on peut pas vous louper. Elle a un grand sourire quand elle te dit ça. Elle avance son fauteuil roulant vraiment jusqu'au niveau au plus proche en fait de toi, au niveau du lit.
T'as sa roue qui vient se caler contre le rebord de ton lit. Et elle sort quelque chose dans la poche arrière du fauteuil roulant. Elle te le tend. Et tu vois qu'elle te tend une écharpe. Avec dessus une sorte de... Elle se moque de toi. Une sorte de coupe afro. Elle te l'étend avec un grand sourire. Vous avez un talent particulier, est-ce que je vois? Oh, faites pas le difficile, mettez-la. Vous verrez, vous comprendrez pourquoi. J'aimerais bien, mais je peux pas trop bouger là. Ok. Elle rapproche encore plus le fauteuil roulant. Elle essaye d'arriver au niveau de ton cou. Elle fait un petit effort, enfin un gros effort, pardon, pour se lever. Elle s'assoit sur le bord de ton lit. Elle prend l'écharpe, se penche en avant, la passe tout autour de ton cou en passant par derrière ta tête. Vos visages sont extrêmement proches. Vue d'ici, elle est encore plus belle, malgré la grimace de douleur qu'elle fait en te passant l'écharpe autour du cou. Elle sent extrêmement bon. Elle a un visage extrêmement doux. Que fais-tu? On est un peu proche là. Hein. Tu sens son souffle sur ton visage. Ça vous dérange? Non. Mais Merci. c'est peut-être un peu la nostalgie, mais vous me faites penser à quelqu'un. Et là, elle dit d'un grand sourire, j'espère que c'est pas votre maman. Si vous saviez. Et elle se rééloigne dans un geste, dans un mouvement extrêmement élégant, malgré la douleur qu'on pourrait lire sur son visage. Elle finit d'entourer l'écharpe, va poser le bout qui dépasse sur ton torse et te faire une caresse douce en se relevant. Malgré la douleur, juste le fait d'être à son contact, tu te sens beaucoup mieux. Elle se relève, s'assied difficilement dans son siège et elle te met une toute petite tape sur l'épaule qui te déclenche une douleur immense et elle dit avec un grand sourire: bon, je repasserai vous voir demain. Ah, mais vous voulez me tuer ou quoi? Ah, ces hommes, tous des chochottes. Et tu vois qu'elle retourne son fauteuil et elle sort de la pièce. Et juste sur le pas de la porte, elle a un petit regard en arrière. Elle te sourit. Gardez bien l'écharpe. Elle vous tiendra au chaud. Oh, vous devinerez la suite assez vite. Et elle sort. Tu vois le fauteuil roulant disparaître dans la lumière de la porte d'entrée. Tu vois que derrière, il y a une baie vitrée. On dirait presque un ange vient de repartir vers les cieux. Tu ne vois plus que le blanc de la lumière qui t'éblouit. Et puis, tu es fatigué. Tu te rendors. Tu fais un rêve ce soir-là. Tu vois ton père. Tu vois ton grand-père Bakou. Tu vois ta mère. Autour d'une tablée. Avec énormément de plats. C'est extrêmement bon. Tu as ton plat préféré, du maïs grillé, qui est sur la table. Tu t'en délectes. Vous riez. Parfois, ta mère t'appelle mon petit maïs.
vu que tu es blond comme le maïs. Ça fait longtemps que t'as pas rêvé d'elle. Extrêmement longtemps. Tu vois Kira courir avec Kintaro. Il tente d'attraper une libellule. Elle se casse la figure. Elle se relève, le visage couvert de boue. Elle regarde dans ta direction. Vous riez. Comme avant. Tu vois ce grand-père, ce grand prêtre de Shizen. Tu le vois en train de méditer. Et dès que Kira a le dos tourné, tu le vois sortir de sa manche un senbei. Il le croque et le recache instantanément. Il a un petit sourire aux lèvres quand elle tente de le démasquer. Elle ne l'a pas vu. Toi, oui. Elle tente de lui faire la plus grosse attaque de chatouille de toute sa vie. Tu vois qu'ils rigolent, ils plaisantent ensemble et il finit par lui tendre un senbei. Et tu vois cette lumière en fond, comme la lumière qui était derrière Isawa. Tu vois qu'elle prend tout l'espace, tout devient blanc. Et d'un coup, tu te réveilles. Tu es chatouillé par quelque chose d'extrêmement doux au niveau du visage. Tu ouvres petit à petit les yeux et tu vois cette femme penchée au-dessus de toi. Elle te regarde. Je suis sûr que vous rêviez d'une autre. Non, pas spécialement d'une autre. Ouais. Mais je rêvais, oui. Et qui est ce Kintaro? Ah, ça, c'était mon meilleur ami. Il était incroyablement rapide. Ça, s'il était comme vous, c'est sûr qu'il devait l'être. Il me manque. Ah, il est... Très bien. C'est pendant la Troisième Grande Guerre. Oui. C'était assez affreux. Là, j'ai perdu beaucoup. On a Et tous perdu quelqu'un. depuis, je traverse les routes un peu tout seul. Et tout ceci commence à être un peu pesant. Elle te caresse l'épaule au niveau où elle t'avait mis cette petite tape la veille qui t'a fait si mal. Tu ne sens presque plus rien. D'ailleurs, tu remarques que toutes les douleurs que tu avais hier semblent presque envolées. Tu sens que tu es gêné, tu sens que tu es blessé, etc. Si tu bouges, ça peut être un petit peu douloureux. Mais beaucoup moins qu'hier. Elle passe sa main sur ton épaule. Elle voit que tu n'as pas spécialement de réaction de douleur. Elle prend l'écharpe entre son index et son pouce, la frotte légèrement. Je vois que ça a marché. Qu'est-ce qui a marché? Mon petit talent à moi. J'infuse du chakra et j'arrive à l'intégrer à des objets pour obtenir un effet souhaité. Je vois que ça a l'air d'avoir marché sur vous. Elle te met la même petite tape sur l'épaule qu'hier. Tu ne la sens presque pas. Ah, effectivement, j'ai beaucoup moins mal qu'hier. Et elle va se rasseoir sur le fauteuil roulant. J'espère que vous pourrez vite sortir. J'aimerais beaucoup vous montrer le village.
depuis la Troisième Grande Guerre, on le reconstruit. Il n'est pas aussi beau qu'avant, mais je pense que ça pourrait vous plaire. Au fait, je me pense nomme aussi. Izawa. Je me prénomme Kigawa. Enchanté, Kegawa. Je suis ravi d'avoir fait votre connaissance. Moi Et- de même. D'un coup, vous êtes dérangé par un bruit de chut, arrête, ils vont nous voir, ils vont nous entendre. T'es bête, pousse pas. Et d'un coup, tu vois un jeune garçon tomber au sol. Et tu vois qu'il a un petit sourire gêné. Il se frotte un petit peu la tête. Pardon, sensei, on voulait pas vous déranger. On voulait juste remercier le monsieur. Et tu vois qu'elle se retourne avec un regard noir. Tu vois les gouttes de sueur apparaître sur le visage des 3 guénines. Tu reconnais les 3 guénines que tu as vues le jour d'avant, les jours précédents, tu ne sais pas. Je ne sais pas depuis combien de temps tu es à cet hôpital. Tu vois un jeune gamin qui a le visage en grande partie caché, il est dans des habits assez amples avec un énorme rouleau sur le dos. Il a l'air d'être le plus poli et le plus discret. Il se tient dans l'entrebâillement de la porte, s'incline dans ta direction. Tu vois celui qui est au sol, qui a la peau un petit peu foncée pour le coup. Il est brun et il a une coupe un peu au carré. Semble très énergique. C'est lui qui s'est immédiatement excusé auprès du sensei. Il se passe la main dans les cheveux d'un air gêné. Et tu as un troisième, on va dire un peu impassible, les cheveux mi-longs, les cheveux très noirs. Et, excusez-nous, sensei, excusez-nous. Et ils rentrent tous les 3. Bon, allez. Je vais vous laisser, je crois que ces 3 jeunes garnements ont des choses à vous dire. Je vous laisse entre hommes. Et Bien. elle se retourne dans le fauteuil et part. Et tu vois ces 3 gamins qui viennent au chevet de ton lit. Merci monsieur, on vous remerciera jamais assez pour ce que vous avez fait. Cet homme voulait nous sacrifier pour une divinité qu'on ne connaît même pas. Et tu vois qu'il y en a un, celui qui avait les cheveux mi-longs, noirs, qui a comme une petite larme au bord des yeux, tu vois qu'il a la bouche tremblotante, il a 2 doigts de pleurer. Celui qui est emmitouflé dans ses grands vêtements lui met une petite tape sur le dos et reprend la parole. On vous remercie, il lui met la main sur la tête et le fait s'incliner. Et lui s'incline aussi, tu vois que le dernier reste bien droit et il dit merci monsieur, vous êtes un grand guerrier. Celui qui faisait un petit peu le malin, tu vois, celui le plus vivant finalement des 3. Et tu vois que celui qui est emmitouflé dans ses vêtements s'énerve, lui met un coco sur la tête et le fait se baisser devant toi. Il le plie presque en 2 devant toi. Et ils disent tous en chœur merci Chicho. Et c'est la première fois qu'on t'appelle comme ça. Ça te fait quelque chose. Alors arrêtez, vous allez me faire rougir. En tout cas, sachez que vous avez été très courageux. Merci Chicho. Les 3 reprennent en chœur. Nous ne vous décevrons pas. Alors, vous ne m'avez pas déçu. Mais dites-moi en plus sur votre sensei. Je m'intrigue beaucoup. Izawa Sensei est quelqu'un de très très comment dire, il y en a un qui tourne un peu sur son pouce sur son pouce, l'autre qui fait le plus sérieux des 3 qui fait Izawa Sensei est l'une des meilleures ninjas que nous ayons connues. Elle apporte un grand réconfort à tout le monde dans ce village et elle est un grand soutien pour tous les clans. Et elle est la fille
du Zencha, ce n'est pas pour rien. Elle a le même sang qui lui coule dans les veines. Tout le monde lui fait confiance. C'est une très grande kunoichi. Nous sommes honorés d'être à son... Enfin, pas à son service, mais d'être ses élèves. Nous apprenons chaque jour tout ce que nous pouvons apprendre. Et maîtresse Izawa est aussi sévère qu'elle est juste. Et elle fait toujours passer les autres avant elle. Nous sommes désolés de l'avoir mis en danger. Et il se rincline une dernière fois. Femme idiot. C'est pas de votre faute si vous avez mis en danger. Vous savez, vous êtes important pour l'avenir du monde ninja. Si on ne vous avait pas sauvé... Merci Shisho. Et il relève la tête. Tu vois que celui qui avait les yeux au bord des larmes s'essuie un peu le visage. Il renifle un coup pour ravaler sa morve et sa fierté. Et les 3 gamins en chœur vont en fait se mettre comme s'ils se mettaient au garde-vous, les bras croisés dans le dos. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous, Shisho? Et tu vois qu'ils crient, tu vois quasiment. Enfin, ils élevaient fortement la voix. Et tu entends derrière le rideau 2 lits plus loin. Voyons voir. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Ah, je sais. Je sais que quand on a mal, ça ne se fait pas. Mais là, vu qu'elle est sur un fauteuil roulant, elle pourra pas trop se défendre. Donc allez faire un énorme câlin à votre sensei. Guise de remerciement. Et tous te regardent, ils plissent les yeux, ils font le plus grand sourire qu'ils ont jamais fait. Oui, Shisho! Et ils partent en courant dans la direction qu'a pris Izawa. Et vous entendez un « On court pas dans les couloirs !» Tu reconnais la voix d'Itami. « Oui, sensei, excusez-nous. » Et tu les entends repartir à pas rapide, pas en courant, mais en tout cas à marche rapide. Et tu entends « Mais qu'est-ce que vous faites? Ah, bande d'idiots !» Et tu entends des rires. Quel drôle de gamin. Et tu te rends compte qu'ils ne t'ont même pas dit leur prénom. Ils étaient tellement excités à l'idée de te parler et à l'idée de te remercier qu'ils en ont oublié de se présenter. Ça te rappelle un peu le côté tête en l'air de Kira à l'époque. T'as presque l'impression depuis longtemps de fondre de bonheur comme ce que tu ressentais avant l'attaque, avant que ta mère ne se fasse transpercer par des épées, avant que ton père perde la vie sur ce toit et qu'avant ton grand-père embarque ces 2 hommes dans le vide. Et puis tu es rattrapé par les réalités. Tu es dans ce lit. Tu es seul. Il n'y a plus personne. Et tu te rappelles des paroles de Orochimaru. Tu te rappelles qu'il t'avait dit de ne pas te laisser attendrir. Tu te rappelles qu'il t'avait dit qu'il fallait que tu penses à la mission avant tout. Tu te rappelles qu'il t'a dit que ça allait être une mission de très grande haleine, que ça allait être très long, que ta loyauté devait être indéfectible, que si ton envie de te venger de Konoha est toujours aussi forte, tu devras faire certainement des choses que tu ne voudrais pas faire, mais qui sont nécessaires à ton but. Sa voix résonne en toi. Tu es là, dans ce lit, avec tout ce bonheur que tu viens de vivre. Tu repenses à tous ceux que tu as perdus. Tu repenses au bonheur que tu as perdu. Tu repenses à tous ces moments qui t'ont été volés. Et ils t'ont été volés par une et seule personne, Danzo de Konoha. Ça te remet sur le droit chemin.
Tu te remets de nouveau à cultiver la haine. Tu as hâte de récupérer toutes tes forces, en apprendre beaucoup plus sur ce village, en apprendre beaucoup plus sur leur technique, remonter toutes les infos à Orochimaru. Tu as hâte de mettre le feu à ce pays de merde qui t'a tout pris. Le pays du feu périra par le feu et ce sera de ta main. Que fais-tu? Du coup, je retourne sur le côté, le côté opposé à la porte. Et du coup, j'ai un regard extrêmement noir, genre, ils ne m'attendent, ils ne m'empêcheront pas d'atteindre mon but. Je dois me refuser. Sur cette idée, tu te reposes, tu dois guérir pour donner le change à ces monstres. Les journées passent. Par moments, tu te laisserais presque aller à rigoler avec ces enfants qui ont finalement fini par se présenter. Tu sors presque des vrais sourires. Tu t'esclaffes de bonne voix. Tu rigoles à leurs blagues d'enfants. Certains parlent d'une blague, d'une mauvaise blague qu'a encore fait Zensha. Ils se moquent de lui, mais en même temps, la blague est un petit peu drôle. C'est la fameuse blague du lapin et de l'ours qui sont dans une forêt, qui font caca l'un à côté de l'autre. L'ours demande au lapin « Est-ce que ça te dérange, toi, d'avoir du caca dans les poils ?» Le lapin répond non. Et du coup, l'ours attrape le lapin et s'essuie avec. Et les gamins se moquent de cette blague, mais elle t'a vraiment fait rire. Tu vois Dento, le gamin à la peau foncée, qui dit « Ah, ce bon vieux Zensha, il nous les fera toutes. » J'ai hâte de voir son premier recueil sortir en librairie. Ce sera très drôle. Le deuxième, du nom de Ito Karuma, un peu plus discret. C'est pas bien de se moquer de Zensha. Bon, même s'il est nul en blague, faut reconnaître que c'est un grand ninja, etc. Le troisième parle à peine. Il s'est présenté sous le nom de Keihatsu. Il a juste les mots qu'il faut, au moment où il faut. Pas un mot plus haut que l'autre. Tu as appris un petit peu à les connaître. Tu sais que Danto est très fort au corps à corps, qu'il a un caractère extrêmement chaleureux. Il t'a même montré qu'il arrivait à faire bouillir de l'eau juste au contact de ses mains. Le petit Ito Karuma a comme un complexe d'infériorité, mais il tente de s'améliorer en tant que ninja. Lui, ce qu'il veut, c'est protéger ses camarades. Et Keihatsu, tu apprends à le connaître, il est totalement flegmatique. Il ne se laisse emporter par rien. C'est un invocateur hors pair. Il a de nombreux contrats avec de nombreux types d'animaux. Il combat assez peu au corps à corps, mais il est quand même musclé, il a de très bons réflexes. Tu te dis que finalement leur entraînement n'a peut-être pas été aussi dur que le tien, mais ce seront peut-être des ninjas aussi grands que toi. En tout cas un jour. Et s'ils meurent, tout le monde se souviendra d'eux. Et si jamais ça arrive, ils devront partir dans le plus grand des honneurs. Et si jamais c'est toi qui dois le faire, ça te rendrait extrêmement triste. Les jours passent. Tu as la visite de plus en plus régulière d'Izawa. Jusqu'à
Jusqu'à un matin, tu n'entends pas cette chaise roulante arriver. Mais la porte s'ouvre et elle apparaît dans un halo de lumière. Elle s'approche de toi en marchant, avec un grand sourire. Et ça fait maintenant quelques jours que tu arrives à reposer le pied au sol. Tu ne peux pas encore te déplacer tout seul. Et tu vois qu'elle prend un chariot, enfin un fauteuil roulant, dans l'angle de la pièce. Elle l'ouvre. Ah. Allez, il est temps de te bouger. Partons en balade. Ok, Il n'y a pas de mais. Allez. Et elle te prend ouais. par le bras sans même vraiment te demander. Elle te tire avec vigueur, mais délicatement. Elle ne te fait pas mal. Elle t'aide à monter sur le fauteuil roulant. Et ouais, tu te rappelles un peu de cette autorité maternelle dont faisait preuve ta mère. Emplie de rigueur, mais de douceur. Et elle commence à pousser ton chariot. Tu sors pour la première fois de cette pièce. Tu passes devant une grande baie vitrée. Et devant toi, tu vois un village en reconstruction. Magnifique. Les gens rient. Il est beaucoup plus grand que ton village à toi à l'époque. Tu vois des sourires sur les visages des ouvriers qui donnent des coups de marteau sur les clous pour caler des planches d'un toit de ce qui semble être une sorte de restaurant. Tu n'as jamais vu ce type de resto. Tout est extrêmement optimisé pour servir la bouffe extrêmement rapidement. Tu passes devant un tailleur. Tu as un forgeron qui bat en rythme sur son métal chaud. Tu vois qu'il est en train de faire des armes. À la fois, ça te dégoûte un peu de voir ça et en même temps, tu reprends un petit peu foi en l'humanité quand tu vois à côté de lui une jeune fille d'une quinzaine d'années en train de forger quelque chose d'extrêmement fin qui ressemble à une boucle d'oreille. La boucle d'oreille est magnifique. Elle y appose un petit joyau bleu qui irait très bien à Isawa. Je mets un sourire en regardant dans la direction. Isawa. Ouais, vas-y. Non, vas-y. Ce serait pas mal ça. De quoi? Non, rien. Je regardais un peu les forgerons là-bas. Ils font du très bon travail. Je vois que tu as l'œil. Kimi est l'une des meilleures orfèvres de ce pays. Et son père, Atimus, est un étranger qui est arrivé il n'y a pas longtemps et ses techniques de forge sont extrêmement efficaces. Et elle continue de pousser ton chariot. Tu vois ce village, tu passes devant de grands domaines et tu reconnais l'emblème qu'il y avait sur le surkimono de l'homme que tu as battu, ou en tout cas bien amoché, et sur les deux hommes qui apparemment t'ont sauvé et ont scellé cet homme. Et tu vois que la porte d'entrée est légèrement entrebâillée et tu vois cette immense pierre noire qui fait peut-être 4 mètres de haut, coupée en 3 à son sommet, être placée au milieu d'un bassin d'eau. Elle est immergée jusqu'à la moitié. On ne voit comme s'il n'y avait que 3 rochers qui sortaient de ce bassin. On ne voit pas plus bas, on ne voit pas que le rocher est lié à la base. Tu passes devant ce domaine. Elle pousse encore ton chariot. Vous marchez pendant une dizaine de minutes. Vous passez devant
autre grand domaine. Tu vois une patte d'ours sur l'étenture à l'avant. Tu entendais « Ho ! Ho ! Ho !» comme si tu entendais un entraînement de karaté. Tu continues d'avancer. Elle te fait monter dans les hauteurs. Vous vous éloignez quand même assez loin. Vous voyez tout le village du haut. C'est magnifique. Il est entouré d'une sorte de grande rivière. Tout autour. Passé cette rivière, tu commences à avoir des champs de canne à sucre. Tu commences à comprendre pourquoi on l'appelle Shugagakure. Elle s'enfonce un petit peu dans la montagne. Et à un moment, sur un plateau un petit peu dégagé, elle te montre 2 domaines, beaucoup plus loin du village, qui sont un petit peu isolés. Tu vois flotter dans le vent un drapeau avec une araignée représentée dessus. L'autre est beaucoup plus discret, beaucoup plus sobre. L'autre domaine se cache presque totalement dans la végétation. Et elle te dit, tu vois, là-bas ça fait aussi partie du village. Elle te montre toute l'étendue, toute l'influence de ce pauvre petit village qui te semblait pour le coup ridicule et qui t'étonne de jour en jour. Et la suite au prochain épisode.